qui pourra plus mouiller le maillot que ton frère ou que ta meilleure amie, par exemple, dans une entreprise qui te tient à cœur ou dans un super projet qui est en train d'exploser. Nous, notre focus, il est sur des petits budgets à moins de 100 000 euros où on peut dégager des rentabilités à plus de 1 000 euros. La plus grosse erreur, je pense, de l'investissement, c'était de ne pas être allé sur place. Ces logements atypiques et ces thématiques, ça permet de te démarquer, de louer plus cher, en moyenne 30% plus cher, et tu loues 30% plus souvent. Au coin de ma rue, j'ai croisé Anthony Ducreux. Anthony, il est passé de prof dans l'éducation nationale à investisseur dans l'immobilier. Il a acheté une villa à Bali qui marche super bien. Il a fait un investissement locatif aux États-Unis qui est une catastrophe. Et depuis, il s'est concentré sur les logements atypiques, l'investissement le plus rentable selon lui aujourd'hui en France. Au coin de ma rue. Salut Anthony. Eh ben, salut à toi, merci. Merci d'avoir pris le temps de venir sur le podcast. C'est un plaisir. Tu étais prof dans l'éducation nationale, tu t'es lancé dans l'immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé? Deux choses. Le frangin qui passe à l'action avec 3 ans de moins que moi. Donc moi j'avais 22 ans, lui il a démarré à 19 ans. Okay. Donc quand t'as le frangin aussi jeune qui pousse un peu et qui passe à l'action, je suis quand même assez orgueilleux, assez compétiteur. Donc je me suis dit il faut que je le fasse aussi. Mais ça c'est la première partie. Et la deuxième partie qui est plus puissante, qui correspond plus à mon histoire, c'est que moi j'étais prof. J'étais pas malheureux, c'est ce que je dis à tout le monde, mais j'ai vite compris en fait qu'avec ce que je gagnais à l'époque et le total des charges que j'avais, et en plus on vit à Saint-Etienne, on n'est pas à Paris, donc les loyers c'est pas la même, bah il te reste pas grand chose tous les mois, donc c'est sûr que t'as mangé dans ton assiette, t'as un toit au-dessus de ta tête, mais je me suis dit tu vas pas partir 15 jours l'été, partir en week-end quand tu veux avec ta copine, gâter ta famille à Noël, je pensais même aux enfants dans le futur, etc., les études, etc. Okay. Donc voilà, c'est un peu ce besoin en fait de revenus complémentaires dans un premier temps qui m'a amené sur l'immobilier quoi. Et du coup, au début, tu faisais les deux en même temps ? Au début, j'ai fait les deux en même temps. Pendant, je dirais, ça a fait quoi, 3 bonnes années où on a vraiment mis le paquet. Ouais. Où on s'est vraiment servi de nos situations de l'époque qui étaient bonnes. Alex était agent immobilier. Moi, j'étais prof de PS. Ouais. Donc, même si je gagnais pas des 1000 et des 100, bah, j'étais hyper stable, j'étais fonctionnaire, etc. Assimilé Ouais. fonctionnaire. Donc, c'était hyper cohérent pour pouvoir emprunter. En plus de tout ça, là où on a été relativement bon, c'est que, on est tombé dans cette période que j'appelle un peu l'Eldorado bancaire, où c'était relativement facile d'emprunter en accumulant. Donc voilà, quand cette brèche s'est ouverte et qu'on a compris ce qu'elle y était, on a été vraiment à fond dedans pendant 3 ans. Donc ça nous a permis de vraiment, pendant une certaine durée très courte, d'enchaîner pas mal. Ok, et maintenant tu es plus prof et tu te concentres sur l'IMO ? Ouais, bien sûr, depuis 4 ans maintenant. Donc depuis 4 ans, en fait, à force de ce qui devait être des compléments de revenus au début, s'est transformé en passion et plus que de compléments de revenus. Ouais. Donc on a commencé à se prendre au jeu tout simplement avec Alex, à adorer ça. Ouais. Et en fait, dès qu'on a réussi à avoir des revenus relativement stables avec l'investissement immobilier qui nous permettait de nous sécuriser, on a décidé tout simplement de quitter notre job et là on a commencé à réfléchir sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on pouvait faire, monter notre boîte. On avait envie d'être notre propre patron, de prolonger cet aspect liberté qu'on commençait à avoir avec l'immobilier, mais dans ce monde de l'entrepreneuriat quoi. Et c'est comme ça un petit peu par la suite des choses qui est arrivé Mon Plan Immo dans notre vie quoi. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de Mon Plan Immo ? Ouais, bien sûr. Mon Plan Immo, c'est une société d'accompagnement et de formation dans le domaine de l'immobilier. Et aujourd'hui, on est spécialisé dans l'immobilier atypique. Donc tout ce qui est chambre à thème et tout ce qui est logement insolite, c'est des logements en location courte durée qui peuvent s'avérer être extrêmement rentables. Donc Mon Plan Immo n'a pas toujours été ça. Hein. Là, ça fait vraiment depuis 1 an et demi qu'on s'est focalisé là-dessus, qu'on s'est digitalisé et que Mon Plan Immo a pris une autre ampleur. Mais pendant 2 ans, en fait, nous, on accompagnait à la base Mon Plan Immo, c'était vraiment de l'accompagnement. Aujourd'hui, on est spécialisé sur l'atypique, mais avant, on accompagnait les gens sur le terrain à côté de Saint-Etienne, vers chez nous, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et on les aidait pour les visites, pour la recherche des biens, pour la banque, pour la fiscalité. Donc on a eu une partie très terrain avant de se digitaliser, de se spécialiser sur les logements atypiques, et ça c'est plus récent depuis 1 an et demi. Ouais, on va parler justement des logements atypiques, mais est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on comprenne un peu l'ampleur de Mon Plan Immo aujourd'hui ? Mon Plan Immo aujourd'hui, la formule que tout le monde connaît, ça représente plus de 650 personnes qui sont accompagnées et formées partout en France. On a des personnes dans les TOM, en Belgique, en Suisse, donc c'est une grande fierté avec Alex. C'est une grosse communauté de plus de 100 000 personnes qui nous suivent sur Instagram. Voilà, des dizaines de projets atypiques qui sortent un petit peu toutes les semaines et tous les mois. Donc voilà, hyper fier de tout ça. Et alors vous avez, je crois, 25 appartements avec ton frère environ ? On a acheté une trentaine de biens en France et à l'étranger. Nous, il y en a qu'on a revendus, d'autres qu'on a gardés. Ouais. Aujourd'hui, on doit avoir encore un petit 25 biens à nous deux avec Alex. Donc, et alors ça se passe comment l'investissement en famille ? Super bien. Franchement, tu vois, c'est une question qui revient beaucoup parce que nous, on a investi en famille, on bosse en famille, et les personnes même qui sont au sein de Mon Plan Immo, il y en a qui sont très proches de nous, notamment ma meilleure amie, tu vois. Donc la question revient beaucoup de famille, amis, etc. Ouais. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, de ma petite expérience, j'ai mon avis sur la question et je trouve que c'est hyper pertinent parce que qui pourra plus mouiller le maillot que ton frère ou que ta meilleure amie, par exemple, dans une entreprise qui te tient à cœur ou dans un super projet qui est en train d'exploser. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Après, bien évidemment, c'est quand ça va mal aussi que tu te rends compte comment ça peut se passer. Et nous, avec Alex, on a connu cette phase au début où c'était pas exceptionnel. Hein. Mon Plan Immo, comme je le dis, n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Vous vous êtes mis un peu sur la gueule à un moment ? Jamais, franchement. Mais je suis facile à vivre, hein, il a de la chance. Ah ouais. Donc, lui, il est moins facile à vivre ? Si, non. Non, mais honnêtement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que honnêtement, ça se passe super bien. Ça a été bien quadrillé dès le début. On sait ce qu'on peut faire, on sait
là où moi je suis bon, là où il est bon et là où on est mauvais. Donc on essaie de se répartir au mieux les tâches. Ouais. Non, pour l'instant, franchement, c'est vraiment une belle aventure. Et bah voilà, on va faire en sorte que ça dure encore. Ça dure, ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le patrimoine? Donc tu parlais 25, 30 appartes, l'investissement total que ça représente, combien ça génère de revenus, etc. Bah, je l'avais calculé la dernière fois, j'ai pas les chiffres à l'euro près, mais nous on a soulevé à peu près 1 million d'euros au niveau des emprunts qu'on a réalisés. Et en fait, dans notre patrimoine immobilier, sur les trentaines de biens qu'on a fait, on a vraiment essayé de se diversifier. C'est-à-dire qu'on a fait de l'achat en France et à l'étranger. À l'étranger, on a fait Bali et les États-Unis. Ensuite, en France, on a fait de l'immeuble de rapport, on a fait de la longue durée, nu, meublé, on a fait de l'achat-revente, de la colocation, de la LCD classique et plus récemment de la location courte durée atypique. Donc voilà. Ok, donc c'est quoi la zone géographique idéale, le bien idéal? Nous, aujourd'hui, notre business model, on va dire, sur les logements atypiques, c'est vraiment d'aller attaquer les villes moyennes de moins de 200 000 habitants. Okay. Donc Saint-Etienne, Clermont, Roubaix, Mulhouse, toutes ces villes qui font pas forcément rêver les investisseurs de base. On a plus envie, bien évidemment, c'est plus joli d'investir à Paris, à Bordeaux ou à Lyon. Mais on y va pour 2 raisons. Bah déjà le prix. Nous, notre focus, il est sur des petits budgets à moins de 100 000 euros où on peut dégager des rentabilités à plus de 1 000 euros. C'est l'objectif et l'enjeu des logements atypiques. Ça paraît attractif, voire un peu fou, mais si on s'y prend bien, c'est bien réel. Et donc, ces petits budgets accessibles à tous, tu les trouves pas à Paris ou à Bordeaux, tu les trouves dans ces villes moyennes. Donc, il y a la première réponse, c'est le prix. Et la deuxième réponse, c'est aussi la réglementation. Aujourd'hui, nous, on est spécialisé location courte durée. On le sait, on entend parler de lois anti-Airbnb, du contexte qui est de plus en plus difficile, des copropriétés qui peuvent poser problème également. Et ça, dans ces moyennes villes, il y a beaucoup moins d'ennuis et de réglementation que dans les grandes villes. Donc, on va revenir un peu sur cet aspect location courte durée et notamment aussi tout l'aspect social qu'il y a à Airbnb. Et il y a aussi eu un peu pas des scandales, mais des levées de boucliers dans, par exemple, à Biarritz, je sais, sur la hausse des prix de l'immobilier, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Est-ce que tu peux juste nous raconter un peu aussi à Bali, c'est quoi ce que tu as acheté ou aux US? On a fait 2 investissements à l'étranger. Un qui s'est très très bien passé, c'est Bali, qu'on a encore aujourd'hui. L'autre qui s'est pas bien passé du tout et qui nous a permis de se prendre une bonne tarte à un bon moment donné pour se refocaliser aussi un peu et reavoir les pieds un petit peu sur terre. Bali, c'est une villa de 4 chambres qu'on a construit à Ubud. Voilà. Donc, signé à la location saisonnière. Donc, on peut pas parler d'un projet atypique, mais un projet sexy et grisant. En tout cas. Donc, voilà, une villa de 4 chambres qui est louée en LCD depuis. C'est quoi LCD? En 2019. De quoi, pardon? LCD, c'est location courte durée, pardon. Pour l'abréviation. Et donc, depuis 2021, depuis juin 2021, si je dis pas de bêtises, elle est en location, ça fonctionne très très bien. C'est un de nos meilleurs investissements, je pense. Ça vous a coûté combien et ça vous Elle nous est revenue à 220 000 euros, la maison. Et elle rapporte en revenu brut, ça dépend les mois, mais on est entre 6 et 8 000 euros. Et en revenu net, entre 3 et 4 000 euros. En moyenne, voilà, par mois. Et tu vas faire quelques vacances là-bas ou pas? Et on y allait une fois en famille tous ensemble. Nous, on a une grosse dynamique familiale chez les Ducreux. Donc on y était allé il y a 2 ans de sans famille. Franchement, c'était exceptionnel de faire ce projet-là et de pouvoir y aller tous ensemble avec notre petite sœur, nos parents. Donc ça, c'était top. Bon, on n'y va pas tous les jours, mais on y allait, on en a profité et c'était très cool. Et tu peux nous parler de ce qui s'est mal passé? Donc c'était aux États-Unis? Les États-Unis, pour faire simple, en fait, si tu veux, c'était un projet d'une plus petite ampleur, donc j'ai envie de dire heureusement. On avait acheté en fait une multifamily aux États-Unis à Cleveland, c'est-à-dire une maison avec 2 appartements. C'est pas le but, mais il y a eu énormément de complications. Comment t'es arrivé là-dedans juste? Le réseau, les réseaux sociaux, les opportunités. On avait entendu parler qu'il pouvait y avoir des bonnes opportunités dans ce marché-là. Donc voilà. Et en fait, si tu veux, c'est arrivé dans une époque, et c'est pour ça que je dis qu'on a pêché par orgueil, les frères Ducreux, comme je le dis, parce que c'est arrivé à un moment, les États-Unis, où l'investissement s'est présenté. On était sur des groupes d'investisseurs aussi, tu vois, c'est comme ça qu'on en avait entendu parler, où tout nous réussissait, entre guillemets. Tu lances la construction à Bali, tu fais tes premiers investissements en France, premier immeuble, tout semble plutôt bien fonctionner. Et à ce moment-là, je pense qu'on s'est un peu senti pousser des ailes. On s'est dit, on peut aller partout, on va fonctionner, on va croquer le monde, tu vois, et tout va fonctionner. Et ça a fait du bien parce que, en fait, les erreurs qu'on a faites, c'est déjà la langue. On n'est pas bilingue avec Alex. Donc, mais bon, quand tu es dans un mood comme ça ou de passage à l'action, tu te dis, c'est pas grave, je vais me mettre des copains qui me traduiront les documents, on va y aller, c'est un petit budget, c'est pas grave, tu vois. Et donc, au final, gros problème de langue. Gros problème aussi, tu vois, en termes de gestion. Vous qui êtes un peu dans le domaine, on s'est rendu compte que les us et coutumes des gestions aux États-Unis étaient pas du tout les mêmes qu'en France, donc un peu de friction dans la manière de communiquer, puis c'est eux qui ont la main sur ton investissement, et en plus on s'est jamais déplacé. La plus grosse erreur, je pense, de l'investissement, c'était de ne pas être allé sur place. Même Bali, on y était allé, on avait visité les terrains, etc. Donc là, à mon avis, voilà, c'est une somme de plein d'erreurs, tu vois, qui démarre par du mindset, un peu du psychologique, un excès d'orgueil, plus après des erreurs de débutants, un petit peu, enfin pas de débutants, mais de manque d'expérience, qui ont fait que ça s'est pas très bien passé. Aujourd'hui, on l'a revendu, on a perdu de l'argent, mais c'est ce que je dis à tout le monde. Je pense que si c'était à refaire, je le referais parce que si on n'avait pas fait les États-Unis, je pense qu'on n'aurait pas fait Bali et tout ce qu'on a fait aussi dans notre carrière aussi vite. Donc en fait, c'est les risques à prendre, c'est ce que je dis toujours. On a fait 30 projets, il y en a 2-3 qui ne fonctionnent pas, voire un qui se casse vraiment la figure. Mais est-ce que ça vaut le coup de rien faire en ayant peur de celui-là qui va se casser la gueule? Ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux se dire, je fais les 30, dans le lot, il y aura de la casse, mais j'ai perdu 15 000 euros, mais à côté de ça, j'ai gagné peut-être plusieurs milliers d'euros sur d'autres OP, quoi. Donc, absolument. On le prend avec philosophie maintenant.
C'est les vrais entrepreneurs. Du coup, tu nous parlais un peu de logement atypique. Ça veut dire quoi, logement atypique? C'est quoi les types de biens? Logement atypique, alors on s'est fait notre propre définition, chacun Ouais. peut l'entendre comme il le souhaite, mais pour nous, les logements atypiques, déjà en définition globale, c'est un logement qui va créer une expérience chez le voyageur. Voilà. Ok. Donc c'est un logement, et ensuite tu as deux catégories pour moi dans l'atypique. Tu as les suites à thème, donc des logements avec une thématique à l'intérieur. Donc tu as un appartement, tu vas mettre une suite Mykonos, un cinéma privatif dans ton appartement, une jungle room, tu as des love rooms, on en entend beaucoup parler, des chambres avec une thématique sur un film, etc. C'est quoi une love room? Une love room, c'est une chambre avec une balnéo, un jacuzzi, orientée pour les couples. Ok, énorme. En Ouais, gros. c'est pas ça. Donc tu as toutes ces chambres à thème. Ok. Voilà. Et ensuite, tu as le monde aussi de l'insolite. C'est-à-dire houseboat, cabane, bulle nature, yurt, tout ce qui est plus sur des terrains un petit peu reculés, etc. Donc voilà, pour moi, l'atypique, c'est vraiment ça. C'est, on va dire, les suites à thème et les chambres à thème Trop bien. et les logements insolites. Voilà. Et avec comme leitmotiv et comme fil conducteur, créer une expérience chez le voyageur et que bah voilà, ils se disent que ça, il l'a vu nulle part ailleurs et que ça crée une vraie différence, quoi. Ok, et ça, tu vois un vrai effet sur la rentabilité. Tu dis c'est assez peu C'est d'investissement énorme. pour des trucs. C'est l'impact sur la rentabilité, il est exceptionnel. Ah ouais. C'est ça que nous, on a eu le déclic. En fait, c'est Alex qui s'est mis dans les logements atypiques en premier. Ouais. Comme toujours, il est un petit peu précurseur, le frangin. Et lui, en 2020, on était à Saint-Étienne. Il avait accumulé plusieurs appartements. Et en fait, il avait un petit peu de cash flow, si tu veux, de rentabilité sur ses biens. Mais nous, en accumulant des biens à 60 000 euros à Saint-Étienne, bah, c'est difficile de faire des résultats exceptionnels. Donc même s'il avait des grosses rentas sur plein de petits biens, il avait un peu l'impression de patauger. Et donc à un moment donné, il s'est dit, bon, bah ok, je peux plus soulever 300 ou 400 000 euros, il me reste qu'entre guillemets au niveau de ma capacité d'emprunt, peut-être qu'un seul projet pour exploser, qu'est-ce que je fais? Il réfléchit à la location courte durée, parce que tu peux te dire, ça peut être cohérent, mais nous de Saint-Étienne, premier réflexe, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire en location courte durée à Saint-Étienne? Ouais, Ça bien marchera sûr. jamais. Il est un peu curieux, il va malgré tout sur Airbnb, et là il se rend compte qu'il y a un logement qui est loué plus cher et plus souvent que les autres. Donc déjà qu'il y a des logements un peu, tu vois, que ça vit. Et il y a un logement, il y a un spa à l'intérieur de l'appartement, et il voit que ça loue plus cher, que ça loue plus souvent, etc. Mais le logement est moche. Le logement est pas incroyable. Donc là, ça lui met la puce à l'oreille, et il se dit, ok, bah, je vais le faire à ma sauce, je vais faire un truc vraiment classe, vraiment joli, et je vais pousser le concept au max, et on verra ce que ça donne. Il le lance, et au début, tu as la même croyance que tout le monde. Tu te dis, si je loue le week-end, c'est bien, je vais peut-être louer une nuit en semaine, 2 nuits en semaine. Et là, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 2 ans et demi. Et donc là, tu te dis, putain, mais c'est un truc de fou. Allouer 150 euros la nuit le week-end, 180 euros, 110 euros la semaine. Donc pour un logement qui était revenu à 56 000 euros, celui-là. Donc c'est stratosphérique. Je crois que la rentabilité, elle est de 64% sur celui-là, si je dis pas de bêtises. Donc là, il se dit, ah ouais, c'est un truc de fou. Donc après, bah, quand il a compris ça, il a dupliqué. Suite grecque, Mykonos, juste à côté de Saint-Étienne. Moi, ensuite, j'ai enchaîné là plus récemment avec le cinéma privatif à l'intérieur d'un appartement, donc une cinéma room. Voilà. Et donc, ouais, on s'est rendu compte à ce moment-là, si tu veux, de l'impact que ça avait, quoi. Et que ces logements atypiques et ces thématiques, ça permet de te démarquer, de louer plus cher, en moyenne 30% plus cher, et tu loues 30% plus souvent. Voilà. C'est énorme. Donc, si tu combines les deux, bah forcément. Et tu loues uniquement sur Airbnb? Airbnb, Booking, et on va venir sur la réservation en direct de plus en plus. On n'en avait pas trop besoin jusqu'à aujourd'hui, Ouais. et là, on a envie de se diversifier un petit peu et d'y venir. Et le fait de faire des réservations directes, c'est juste pour s'affranchir des frais Airbnb? C'est tout. Et vous avez de la demande comme ça Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien Qui sûr. vient d'où? Eh ben, la demande, elle vient de partout. Elle vient du réseau local. Nous, on a les réseaux sociaux. On a Ouais. des comptes Instagram pour les chambres. D'accord. Donc, même si t'as pas énormément d'abonnés, bah, ça fait un peu de bouche à oreille. Les gens, ils viennent, ils en parlent, etc. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche, quoi. Ok. Et ouais, du coup, sur l'aspect social des Airbnb, on a vu qu'il y a un phénomène aussi un peu de soit d'éviction, tu vois, de certains habitants, etc. C'est quoi ton appréciation de la problématique Airbnb en France? Bah, moi, cette appréciation, elle est hyper claire et hyper nette. Selon moi, ce qu'il faut, c'est aller à la racine du problème et Ouais. comprendre pourquoi dans certaines villes, ça pose problème. Ouais. En fait, je prends toujours l'exemple de Lyon, qui est une ville à côté de chez nous qu'on connaît bien, mais qu'on peut comparer à Paris, à Bordeaux, bref, toutes les grandes villes. Ce qui pose problème, c'est les tensions locatives. Ouais. C'est qu'il y a des tensions locatives dans ces grandes villes qui sont extrêmes. Tu mets un appartement en location à Lyon ou à Paris et le lendemain, tu as 150 dossiers pour... Donc, toi, si tu viens faire du Airbnb là-dedans, ça se comprend. Il peut y avoir des frictions et on peut te mettre des bâtons dans les roues pour les mettre en place. Et c'est ce qui se passe. Ouais. Mais en fait, encore une fois, à l'inverse, dans les villes moyennes, à Saint-Étienne, avant qu'il y ait une tension locative, ou à Mulhouse, ou à Roubaix, ou à Clermont-Ferrand, mais on a des années devant nous. Donc en fait, pour moi, il faut juste éviter les endroits où il y a des tensions locatives qui sont extrêmes. Et Ouais. c'est même l'inverse, c'est-à-dire que dans des villes comme Saint-Étienne, on te pousse à mettre en place des logements atypiques. Tu vois, Alex, il a son dernier logement, il l'a fait dans une ville à 45 minutes de Saint-Étienne. On va lui subventionner, je crois, plus de 40 ou 50% de ses travaux pour mettre en place un logement insolite et innovant. Tu vois, C'est dingue. la mairie donne des aides Ouais. pour amener de l'attractivité. Parce que nous, en fait, c'est l'inverse. On amène de l'attractivité dans des villes avec nos logements Ouais. qui n'en ont pas au premier abord. Et donc, en fait, les gens sont amenés à faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire Saint-Élion, les gens peuvent faire Lyon-Saint-Étienne. C'est-à-dire que tu peux venir de Lyon, tu peux être lyonnais, et venir à Saint-Étienne parce que tu as une suite grecque, un super logement exceptionnel, un cinéma dans un appartement, etc. Tu vois. Et après, les gens vont au resto, ça nous Après, bah voilà. Et après, ce que les gens oublient de dire aussi, c'est que les villes comme Saint-Étienne, c'est des villes qui sont pas très jolies, mais c'est pas sinistré.
T'as des restos, t'as des écoles, t'as des lycées, il y a 250 ou 200 000 habitants à Saint-Étienne. Enfin, c'est des villes où ça vit. Et toutes ces villes que je cite, les villes de moins de 200 000 habitants, c'est pas des trous perdus à 500 habitants au milieu de la Creuse, quoi. Tu vois, ça vit, c'est juste c'est moins joli esthétiquement, mais il y a de l'attractivité, pas autant que dans une grande ville, mais ça vit, quoi. Donc la crise du logement et la tension locative, elle dépend des villes, et Airbnb, c'est pertinent sur certaines villes, mais moins sur d'autres. De toute façon, ça sera jamais. J'en discute pas mal avec des experts, avec des fiscalistes avec qui on travaille, des mairies justement. Et vraiment, la tendance, elle est que on devrait pas nous pondre, si tu veux, une loi bête et méchante qui va te dire Airbnb interdit. Voilà. Par contre, c'est du cas par cas en fonction des villes. C'est ce que j'en retiens de toutes les analyses que j'ai faites. Et donc, en fait, après, ça dépend de la typologie de la ville, de où tu es placé. Et voilà, il y a des villes dans lesquelles les restrictions se comprennent complètement. Et d'autres dans lesquelles, pour moi, au contraire, il faut cibler. Ce que je dis, les locations courte durée atypiques, c'est pas partout, tout le temps, n'importe quand. C'est une stratégie bien particulière qui s'applique à des secteurs propices, des types d'appartements. Et voilà, il faut le faire d'une certaine façon. Ok, hyper intéressant. Et on a 2-3 questions comme ça, un peu rapides, ping-pong. Il faut répondre un peu rapidement. Acheter d'abord sa résidence principale ou un investissement locatif ? Franchement, j'ai pas de réponse à donner forcément par rapport à ça, parce que ça dépend des projets, des envies, ça dépend de la ville aussi. On a tendance à dire que quand t'habites dans une petite ville ou une moyenne ville comme Saint-Étienne, il vaut mieux être propriétaire, parce que les loyers, si tu veux, moi je suis propriétaire de ma résidence principale à Saint-Étienne aujourd'hui, c'est un petit appart de 60 mètres carrés dans un bon quartier. Je crois que je l'avais fait le crédit à l'époque, c'est 330 € de crédit par mois. Voilà. Donc j'aurais loué ce même appartement, je l'aurais loué un beau T3 dans un bon quartier à Saint-Étienne, je l'aurais peut-être loué 600 €, 600 ou 700 €. Donc je suis gagnant à être propriétaire. Alors souvent, dans les grandes villes, c'est souvent l'inverse. Ton loyer est souvent inférieur, surtout ce moment avec les taux de crédit immobilier. Par exemple, à Lyon, à mon avis, il vaut mieux louer ton T2, je sais pas, 700 ou 800 € plutôt que de faire un crédit pour un T2 dans un quartier bien placé où tu vas peut-être en avoir pour 1000 ou 1200 € avec ton crédit immobilier. Donc à Saint-Étienne, en tout cas, acheter sa résidence principale. On va dire, mais après, franchement, sur ça, moi je dis, il n'y a pas de règle, parce que la résidence principale, c'est détaché de l'investissement locatif, donc on le fait pour soi aussi. On peut penser business et argent avec l'ARP, mais j'ai tendance à dire, c'est toujours intéressant d'acheter l'ARP pour moi, dans tous les cas, peu importe où on se trouve, tu capitalises. Dans les grandes villes, même si tu vas avoir un crédit plus élevé, tu vas avoir une prise de valeur de ton appartement aussi qui va être beaucoup plus important. Donc à la sortie, pour moi, tu seras gagnant. Donc ouais, pour moi ça dépend. Acheter en France ou à l'étranger ? France en priorité. Il y a largement de quoi faire en France, notamment avec les logements atypiques aujourd'hui. Nous, l'étranger, c'est deux éléments. C'est de la diversification et c'est un peu du kiff qu'on peut se permettre. On est très fiers de pouvoir le faire, mais on accepte que les billes qu'on met à l'étranger, de pouvoir les perdre éventuellement, comme ça a été le cas aux États-Unis. Donc je pense que l'étranger, il faut y aller vraiment à une step un peu plus aguerrie quand on est investisseur et de se dire c'est des investissements et plus plaisir de diversification. Et il faut accepter aussi que le risque est plus élevé, donc il faut être perdre plus d'argent qu'en France, quoi. Ouais, et c'est important le kiff. Avec ou sans travaux ? Travaux le plus possible, valorisation du bien. Nous, que ce soit pour la location, c'est mieux parce que tu vas mettre ton atmosphère. Nous, on parle des logements atypiques, c'est beaucoup mieux de partir de zéro, brut, pour pouvoir mettre des vraies expériences, des vraies thématiques, créer une vraie atmosphère dans ton logement, et puis tu capitalises sur la revente aussi. Et vous faites comment, vous, pour gérer les travaux ? Vous avez des entrepreneurs avec qui vous bossez tout le temps ? Nous, on a une architecte qui est spécialisée dans les logements atypiques. Voilà, pour tout ce qui est, je parle plus de l'atypique là, ça n'a pas toujours été comme ça, mais voilà, une architecte qui est spécialisée dans les logements atypiques. Moi, je la sollicite quasiment tout le temps, parce que je la trouve top, et moi, je suis pas un expert en travaux, je suis pas hyper créatif, donc... Elle s'appelle comment qu'on lui... Elle s'appelle Marie. Marie, donc je lui fais une petite dédicace si elle écoute le podcast. Marie qui suit pas mal de nos participants aussi aujourd'hui, qui a fait des projets de la Black Room dont je te parlais, c'est Signature Marie aussi, la Cinéma Room aussi. Et donc ouais, archi, hyper important parce qu'elle peut te faire des plans 2D, des plans techniques pour les artisans, donc ça peut vachement te driver. Et après, forcément avec l'expérience, on a quand même développé un réseau d'artisans assez solide sur qui on peut avoir confiance, ce qui est pas évident, pour nous accompagner sur les travaux, quoi. Mais on fait, si c'est ça aussi la question, on fait rien nous, quoi. Voilà. On l'a fait un peu... Faire un peu de peinture, démolir, poser du parquet, des choses un petit peu plus basiques, tu vois. Mais moi, plus je grandis, j'ai envie de faire tout ça. Je te comprends. Gérer seul ou avec une agence ? On a les deux, mais géré par une agence, majoritairement, 90%. Pourquoi ? C'est marrant, les gens disent la plupart du temps gérer seul. Non, 90%. Il y a les logements longue durée. On les délègue tout en agence pour éviter les prises de tête. Pour moi, le coût que ça te coûte, 6 ou 7% sur tes revenus locatifs par rapport à la tranquillité que ça peut t'apporter, aujourd'hui, on gère tellement de choses qu'au moins on a de tracas, au mieux c'est. Donc, pour la longue durée, on délègue tout à une agence. Et pour la location courte durée, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise nous-mêmes nos logements. Donc, en fait, si tu veux, tu as des dispositifs connectés, on a des channel managers. Donc, c'est nous qui gérons nos logements. On passe pas par une conciergerie parce que c'est beaucoup plus rentable. Mais... c'est une tranquillité d'esprit qui est hyper agréable parce que voilà, je peux être avec toi, on peut passer des journées, peu importe. Alex est à Bali pendant 2 mois, ça peut tourner parce qu'on a mis en place des process qui sont établis, quoi. Trop bien. On arrive au bout. Est-ce que tu as des projets IMO qui arrivent ?
Projet IMO qui arrive, ouais, on en a deux. On a deux très beaux projets IMO qui vont arriver là sur 2024-2025. Le premier, je l'ai annoncé hier, tu vois, sur les réseaux sociaux, c'est la construction d'une autre villa à l'étranger, pour le coup. On se rembarque à l'étranger. Et on va faire un petit peu ce qu'on a fait à Bali, mais à Nosy Be cette fois. Donc Nosy Be, c'est une petite île, un peu paradisiaque, à côté de Madagascar. Okay. Voilà. À côté de la Réunion aussi et de l'île Maurice, pas très loin. Okay. Donc là, une villa de 3 chambres. Donc on est vraiment au tout démarrage du projet. Je peux pas encore trop en dire. On va recevoir les plans bientôt. Mais voilà, on s'embarque dans un nouveau très beau projet. Donc ça arrive bientôt. Comment t'es arrivé à Nosy Be juste ? Eh ben Nosy Be, c'est l'interlocuteur qu'on avait rencontré à l'époque à Bali, qui était le fondateur de Magnitude Construction, qui nous a contacté pour nous parler d'un nouveau projet qui pouvait être intéressant sur Nosy Be. Donc voilà, ça a été amené comme ça. Et le deuxième, c'est une houseboat, donc une petite maison sur l'eau qu'on va mettre dans pas un étang, mais dans les gorges de la Loire, à côté de chez nous. Et du coup, ça, il est livré, la houseboat, mi-avril. Donc ça va arriver vite, quoi. Donc voilà les deux prochains projets. Il y en a d'autres aussi en cours, mais voilà les deux principaux qui vont marquer l'année 2024. Ça roule. Tu pourras bouger un peu avec le bateau ou il est Non, le but c'est qu'il soit fixe. Il est sur le ponton et que les gens viennent vivre une expérience avec tout vitré, avec les vues sur les gorges et balnéo, etc. Donc, on garde les mêmes fondements que ce qu'on fait dans les appartes, mais sur un bateau. Ça roule. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire un peu sur en tout cas sur l'immobilier, sur l'investissement locatif, etc., qui t'a donné des bonnes idées ou qui t'inspire sur le sujet, ouais. Pas spécialement, parce que nous aujourd'hui, ce qui nous a vraiment marqué dans notre carrière d'investisseur, entre ce qu'on a fait à l'époque et aujourd'hui, c'est vraiment ces logements atypiques. Et ces logements atypiques, vous êtes les modestement entre guillemets, on l'a découvert sur le tard par notre propre expérience, et là on se prend de passion par ça, à le démocratiser, etc. Donc je me suis pas renseigné, tu vois, à l'étranger, s'il y avait des personnes qui avaient poussé le truc un peu au max, etc. Mais nous, voilà, on se considère un petit peu comme les initiateurs de ce mouvement là sur l'atypique en France, et c'est ce qu'on a envie un petit peu développer, quoi. Donc sur ce versant-là, je réfléchis en même temps que je te parle, peut-être je vais sortir du podcast, je vais te dire j'ai oublié quelqu'un, mais là à chaud, tu vois. Non, mais c'est cool d'être les pionniers, et puis ça rentre pas mal dans une logique plus globale, parce que je sais qu'Airbnb pousse vachement le truc d'expérience, etc. Exactement. Bah là aujourd'hui Airbnb, ils ont mis des catégories en fait, des filtres, justement cabane, yourte, etc. Donc on y vient de plus en plus au niveau des filtres, etc. Donc bien sûr, de toute façon, il y a plein de facteurs qui montrent que l'atypique est en plein boom. Et puis, je ne l'ai pas dit aussi, mais c'est ce que les voyageurs demandent. C'est-à-dire que nous, c'est pas juste aussi l'atypique parce que ça nous plaît. C'est parce que les gens, notamment depuis le Covid, ils recherchent des séjours plus proches de chez eux, plus courts, à plus faible budget. Et donc, du coup, je caricature, ça fait souvent rire, mais entre guillemets, au lieu, si t'as pas le budget ou que tu peux pas, ou que même pour des raisons écologiques, tu veux pas aller en Grèce à Mykonos, et ben t'as une suite Mykonos à Saint-Etienne ou à Saint-Chamond. Donc, où pendant l'espace d'une nuit, tu vas peut-être retrouver quelques fondements que t'aurais pu avoir, bien sûr, dans la caricature. Juste t'as pas la mer, mais. Y a pas la mer, mais t'auras Saint-Etienne. T'auras le stade Geoffroy Guichard. Très bien. Et ben, on ira au stade. Exactement. Merci beaucoup pour ton temps, c'était super intéressant. Avec grand plaisir, merci à toi pour l'invitation. Salut à toutes. Au coin de ma rue.